Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour le grand invité d'ici l'Europe. Et alors que l'on célébrait mercredi dernier la fête du travail, nous recevons non pas un, mais un tandem d'invités européens. Les syndicats européens font en effet face au patronat européen. Alors que 26 millions d'Européens sont au chômage aujourd'hui, 12% dans la zone euro, c'est un record absolu de tout temps. Comment relancer l'emploi? Comment réformer le marché du travail? Le 1er mai, près d'1 million d'Européens ont défilé au mot d'ordre « l'austérité, ça suffit ». Alors les politiques d'austérité sont-elles allées trop loin au point de tuer la croissance? Même nos invités nous diront leur diagnostic. Car nous sommes en compagnie de Bernadette Segol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats. Vous nous venez de France, on va l'entendre. Markus Beirer, bonjour. Bonjour. Directeur général de Business Europe, la fédération en fait des employeurs européens autrichiens. Tout de une première question. Comment et pourquoi l'Europe est-elle devenue à ce point une fabrique à chômeurs ? Parce que les politiques qui ont été mises en œuvre depuis quelques années ont été des politiques qui ont tué la croissance. Et parce que, au lieu d'avoir des plans d'investissement, on a coupé dans les salaires, on a coupé dans la protection sociale, on a coupé dans les services publics. C'est quelque chose qui maintenant commence à être tout à fait bien reconnu, et pas seulement par les syndicats. Ben, disons, les choses ne sont pas si simples. Tout d'abord, on est très préoccupé par le nombre de chômeurs qu'on a en Europe. Et je pense que ça, c'est un thème qui nous unit. Là, il faut y remédier. Mais deuxièmement, il faut aussi voir qu'on paye un prix pour les fautes qui étaient commises dans le passé. Et on voit que c'est les pays qui ont le plus de problèmes, qui ont laissé baisser leur taux d'industrie, qui n'ont pas fait les réformes à temps, qui ont un problème de dette et qui ont un dialogue social qui fonctionne moyennement. Il faut quand même rappeler ici que le problème de la dette et le problème des déficits publics, en Espagne par exemple et en Irlande, ils avaient des comptes qui étaient tout à fait bons et qu'ils sont maintenant dans des problèmes parce qu'on leur fait payer le sauvetage des banques. Donc, il y a des années d'ici, il y a 10 ans d'ici ou moins, les comptes espagnols et les comptes irlandais étaient parfaitement en règle. Donc, il ne faut pas se tromper de diagnostic, je crois, dans ce domaine-là. Mais est-ce que, Madame Segol, juste une question sur la mobilisation de ce 1er mai, est-ce que vous étiez satisfaite de la mobilisation en Europe contre la politique que vous dénoncez, justement? Les chiffres sont plutôt en recul. Est-ce que pour autant on peut encore parler d'un syndicalisme européen? Est-ce qu'il y a un front commun? On peut certainement parler d'un syndicalisme européen parce que nous avons à la Confédération européenne des syndicats 86 confédérations qui parlent d'une seule voix, qui ont fait une déclaration commune sur la dimension sociale de l'Union européenne. Et les manifestations, nous en avons fait depuis des mois et des mois. Est-ce que les gens sont fatigués? Les gens, ils vont continuer. Certainement, ils peuvent être fatigués, ils ont le droit d'être fatigués, mais ils vont continuer. Le 1er mai, c'est une étape dans la direction d'une manifestation du malaise social qui existe. Monsieur Beirer, est-ce que pour vous, les syndicats qui campent sur ces acquis sociaux, ils sont autant de freins à des réformes de compétitivité qui seraient nécessaires en Europe? Ben, disons que venant d'Autriche, moi je suis quelqu'un qui croit dans un dialogue social fort. Donc tout d'abord, je vois les syndicats en partenaire et pas en adversaire. Donc je sors d'un système qui est plutôt un dialogue social et pas un dispute social. C'est un dialogue qui manque dans d'autres pays européens, justement, en il France? Il a des différences, mais en France, je dirais, récemment, il avait un bon signe. Enfin, le compromis qui a été trouvé entre le patronat et les syndicats, c'est la première chose que ça s'est passé depuis que je sais penser politiquement. Donc ça, c'est un pas, ça pourrait être le début d'un changement de paradigme. Du moins, je l'espère. Mais je ne pense pas. Et pour revenir à ce que vous avez dit, Madame Segol, il y a d'autres exemples aussi. Les pays qui vont le mieux, c'est ceux qui ont fait leur réforme à temps, ensemble avec les syndicats et avec le soutien des syndicats. Oui, c'est les pays qui vont le mieux. C'est l'Autriche, oui. C'est vrai. C'est le Danemark, c'est les Néerlandais. Alors justement, vous me tendez la perche. Aux Pays-Bas, pays du AAA, ont mis en tout cas sur la flexi-sécurité depuis des années. Alors c'est la flexibilité du travail, mais avec des filets de sécurité
renforcés. Les Néerlandais s'interrogent néanmoins sur ce modèle alors que le nombre de chômeurs est en train de grimper en flèche. Reportage signé de notre envoyée spéciale Valérie Labonne. Votée en 1999, une loi de flexi-sécurité a permis aux entreprises de licencier plus facilement. En échange, les chômeurs reçoivent des allocations plus généreuses de l'État. Un texte qui a permis pendant des années aux Pays-Bas de connaître le plein emploi. Plusieurs dispositifs sont mis en avant. Auto-entrepreneuriat, le contrat 0 heure permettant d'adapter les horaires du salarié en fonction de la demande et surtout le recours à l'intérim. 25 salariés sur 100 aux Pays-Bas n'ont pas un emploi à durée indéterminée. Pour beaucoup d'entre eux, ces emplois flexibles sont une étape à franchir avant d'accéder aux emplois à durée indéterminée. Cette situation s'est un peu détériorée, surtout à cause de la crise. Pour la première fois depuis 15 ans, le bon élève de l'Europe connaît une augmentation significative de ses demandeurs d'emploi. Piqués au vif, les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Depuis 2 ans, l'Agence pour l'emploi de Dordrecht et les grandes agences d'intérim organisent des speed dating pour favoriser un retour rapide sur le marché du travail. C'est plus simple pour vous-même, pour vos enfants et même pour le pays de travailler afin d'avoir un salaire. Quand vous avez été formé pour être professeur, vous allez chercher un emploi en tant que professeur. Mais s'il n'y a pas de poste disponible, quelle qu'en soit la raison, vous aurez peut-être les compétences pour travailler dans le secteur des soins ou dans le médical. Effrayé par la conjoncture, le gouvernement est tenté de remettre en cause la partie sécurité du dispositif. Diminuer les allocations chômage et les verser moins longtemps leur permettrait de réduire les dépenses de l'État en ces temps de rigueur budgétaire. Je vous ai vu tous deux très attentifs. On commence par le patronat. Alors la flexi-sécurité, est-ce que c'est la bonne voie ou c'est la voie de la précarisation des travailleurs? Non, mais je pense en gros c'est la bonne voie, mais bien sûr les systèmes ne se copient pas. Il faut regarder pays par pays. Je pense qu'il y a des pays où ça fonctionne très bien, comme notamment le Danemark et aussi les Pays-Bas. Et je pense qu'il faut voir les pays chacun par soi. Mais il faudra aussi être bien précis à un fait que dans certains pays de l'Europe, il faudra continuer à faire des réformes des marchés de travail pour les rendre plus flexibles. Dans quel pays, par exemple? Dans pas mal de pays qui ont des problèmes, mais par exemple la France, c'est un pays où un pas vers les réformes du marché de travail, c'est important pour pouvoir permettre au patronat d'embaucher. Parce qu'il est trop rigide, ce marché du travail français? En comparaison internationale, je dirais tout à fait, oui. Ce qu'on met en place à l'heure actuelle, c'est simplement la flexibilité. Et donc, vous avez un refus des populations de cette tendance qui est de dire vous devez simplement être plus flexible et qu'est-ce qu'ils vont avoir? Nous avons eu en Espagne, nous avons eu au Portugal, nous avons eu en Irlande des programmes de flexibilité qui ont été parfois négociés. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a une augmentation considérable du chômage. Donc dire que la flexi-sécurité, ça ne marche que lorsque il y a des services publics qui acceptent de dépenser de l'argent pour la sécurité des travailleurs, ce qui est le cas dans un certain nombre de pays. Mais sur la question des Pays-Bas, nous savons qu'effectivement le chômage est en augmentation et nous savons que le gouvernement, à l'heure actuelle, demande un arrêt des politiques d'austérité. Donc tout n'est pas paradisiaque aux Pays-Bas. Oui, mais de nouveau, on mixe les choses. Hein. Il ne faut pas mixer les réformes structurelles avec l'austérité. Et je suis totalement convaincu, et vous le savez, je suis ouvert pour une certaine flexibilité en ce qui concerne le temps, en échange contre les bonnes réformes, mais on n'a pas de véritable alternative. Monsieur Barret, vous êtes autrichien vous-même, avec l'Allemagne et l'Autriche est l'un des meilleurs élèves en Europe, justement en termes d'emploi. Quelle est votre potion magique? Quelle est la recette miracle que vous avez trouvée avec l'Allemagne? Est-ce que c'était justement la flexibilité? Est-ce que c'était le gel des salaires, comme en Allemagne, qui a été imposé par les entrepreneurs avec l'aval des syndicats? Disons, il n'y a pas de potion magique. Mais s'il y a une potion magique pour l'Autriche, c'est l'Europe. Parce que les grands pas en avant, c'était notre adhésion à l'Union européenne et aussi l'ouverture des pays de l'Est.
ce qui nous a permis de reprendre un peu nos marchés traditionnels. Donc pour nous, l'Europe, c'était un grand pas. Si vous comparez l'Autriche avec la Suisse, il y a 20 ans, en ce qui concerne certains chiffres, la Suisse était loin. Aujourd'hui, la Suisse et l'Autriche sont plus ou moins à la même hauteur, en ce qui concerne le niveau de vie et tout ça. Et ça, c'est grâce à l'Europe. Donc s'il y a une potion magique, c'est l'Europe. Deuxièmement... pour l'instant, la potion magique, c'est plutôt une potion très amère et qui ne fonctionne pas du tout. Il n'y a pas de potion européenne pour l'emploi et la croissance. Où est-elle? Nous l'attendons. La potion, c'est de faire les cas que vous avez cités, c'est plus difficile, bien sûr. La potion, c'est de faire les bonnes choses à temps. Mais sans programme de croissance, sans investissement, simplement avec des réformes structurelles, on n'arrivera pas à faire démarrer l'emploi. C'est un leurre. Est-ce que l'austérité rime justement avec chômage? Bien sûr. Je crois que là, les chiffres sont là qui montrent quelle est l'augmentation du chômage. On est à un point de rupture. C'est à l'emploi qu'il faut donner priorité. Alors, notre partenaire sur cette émission, la Fondation Robert Schuman, va tenter de rapprocher vos points de vue. Écoutez tout de suite leurs propositions par la voix du président Jean-Dominique Giuliani. L'économie européenne a beaucoup d'atouts pour surmonter cette crise qu'elle connaît. Mais l'on voit les inquiétudes s'accumuler avec les plans de rigueur ou d'austérité. N'est-il pas temps, enfin, au niveau européen, d'avoir un grand accord de compétitivité qui engage à la fois les employeurs et les employés et qui permette, peut-être pour 2 ans ou 3 ans, des efforts qu'il nous faut faire, mais ensuite, enfin, un espoir de croissance réelle. La cogestion des accords patronat-syndicat négociés dans le temps au niveau européen, c'est un rêve fou. Madame Ségol. Pour l'instant, pour qu'il puisse y avoir des discussions constructives à cet égard, il faut qu'il y ait un programme de croissance. La condition, c'est qu'il y ait un programme de croissance et qu'on puisse dire on fait un moratoire sur les coupes dans les salaires et sur l'austérité. Nous sommes tout à fait prêts à discuter de la gouvernance économique, mais à condition que nous puissions être entendus sur les messages essentiels que nous délivrons. Vous parlez d'un pacte de croissance. Justement, le président François Hollande n'a que ce mot à la bouche depuis un bon moment. Sauf qu'on n'a pas vraiment vu la couleur de ces 120 milliards d'euros. Est-ce que vous en savez un peu plus? Non, nous attendons des investissements et un plan de croissance. On a vu 10 milliards d'euros qui ont été donnés en plus au capital de la Banque européenne d'investissement, mais c'est loin du compte et je pense qu'il faut vraiment faire un effort là-dessus. L'effort de guerre européen n'est pas suffisant? Disons que le budget européen, il est quand même limité par rapport aux nécessités qu'il y a. Enfin, ça, c'est clair. Enfin, c'est 1% du GDP, de PIB européen. Donc, c'est clair que ça peut donner des incentifs, mais c'est très important. Mais ce n'est pas de là que tout de suite on aura un remède immédiat. Et quoi, pour stimuler l'activité, vous préconisez quoi? La fiscalité, par exemple, le taux d'imposition des sociétés à 36% en France, record d'Europe, en Allemagne 30%, Irlande 12,5%. Il faut aller vers la baisse? Il faut aller vers une flexibilisation des marchés de travail. Il faut être compétitif au niveau de la taxation. Non, il faut aller d'abord. Et puis il faut voir qu'il faut avant tout attirer de l'investissement. Il faut arrêter l'évasion fiscale. Il faut arrêter l'évasion fiscale. On a accepté de secourir les banques et nous avons dit qu'en effet c'était nécessaire. Oui, mais on avait un chiffre que c'est pas le plan qu'on sécurise à la fin. Les travailleurs ne peuvent pas comprendre qu'on ait mobilisé 1000 milliards d'euros pour secourir les banques en très peu de semaines et qu'on ne puisse pas trouver de l'argent pour 120, 130 milliards d'euros. Ça, c'est pas possible de le comprendre pour sauver l'emploi. L'emploi, c'est pour l'instant ça doit être le centre des préoccupations. Et alors, si on les a, les 120 milliards d'euros, où est-ce qu'il faudrait les investir? Dans quel domaine? Écoutez, nous avons des domaines qui sont, par exemple, les énergies soutenables, des grands projets sur l'énergie soutenable, tous les domaines qui touchent à la santé, à la cohésion sociale. Il y a beaucoup de domaines où on pourrait faire de ces investissements et créer des emplois. La recherche, premièrement, je ne pense pas qu'on connaît une marge pour un déficit spending en ce moment. Mais
Je suis totalement d'accord avec Bernadette Segol qu'il faut beaucoup plus donner de vigueur à la politique de croissance et qu'il faut attirer des investissements. Donc, où est-ce qu'il faut investir? Dans la recherche, dans l'innovation, dans l'infrastructure. Et là, le niveau européen peut faire quelque chose. Et on a ensemble, d'ailleurs, beaucoup critiqué que le budget européen, le Multi-Annual Financial Framework, est trop faible. Est trop faible et puis qu'il a été coupé dans des chapitres où il n'a pas dû être coupé, comme notamment l'infrastructure qui connecte l'Europe et puis la recherche. Pour terminer, justement, en parlant de grandes réformes structurelles, à quel âge vous êtes prêts l'un et l'autre à prendre votre retraite? 67, comme les Allemands souhaitent aller vers cet âge-là? Les Français restent à 62? Est-ce qu'il est impératif de jouer sur ce vecteur, sur ce critère? Je vais vous donner mon opinion personnelle. Enfin, je pense que c'est moins une question d'un âge fixe, c'est une question de tenir les systèmes finançables, vu que, heureusement, on vit de plus en plus longtemps. Donc il faudra avoir un mécanisme qui prend ça en considération avec une certaine flexibilité. Mais il ne peut pas y avoir de réponse à cette question pour tous les pays européens en même temps. Là, c'est un cas très net où, sur l'âge de la retraite, il faut avoir des discussions au niveau national sur les situations particulières et comment on peut y répondre et pas avoir des réponses schématisées, je dirais, généralisées. Donc moi, je ne peux pas répondre à votre question. Non, mais là, je suis d'accord avec Bernadette, sauf qu'il y a bien sûr certaines, comment dirais-je, vérités économiques qu'il faut respecter en le discutant. Merci à vous, en tout cas, de n'avoir pas fait des réponses très schématisées, mais complètes et effectivement bien argumentées. Merci d'avoir été nos invités, Madame Segol et Monsieur Bayreur. Et merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur nos deux antennes. À très bientôt à tous.